Pour beaucoup de fans de basket, aujourd'hui le triple-double est une statistique banale. Une performance spectaculaire, certes, mais devenue presque quotidienne sous l'impulsion des monstres de la NBA moderne. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir. Bien avant que les caméras haute définition n'envahissent les parquets, un homme mesurant 1m96 pour 100 kg de muscles a débarqué dans la ligue. Il n'était pas juste un meneur de jeu. C'était une anomalie physique et technique tellement en avance sur son temps que la ligue elle-même ne savait pas comment l'arrêter. Son nom, Oscar Robertson, alias The Big O. De sa saison irréelle en triple-double de moyenne à son duel psychologique avec les franchises de l'époque, découvrez la vérité derrière l'un des parcours les plus féroces du sport américain. Mais le plus fou, c'est que sa plus grande victoire n'a pas eu lieu sur le parquet, mais dans un tribunal en brisant définitivement les lois de la NBA. Dans les années 60, la NBA est un monde de spécialistes. Les meneurs de jeu sont des petits passeurs frêles chargés de remonter la balle et de s'écarter. Oscar Robertson arrive et il détruit instantanément ce moule. Avec son corps d'ailier hyper puissant, il possède le physique parfait pour l'époque. Mais le plus dingue, c'est son athlétisme combiné à son QI basket. Il capte les rebonds au nez et à la barbe des pivots, crosse les arrières avec une facilité déconcertante et termine au cercle au milieu des forêts de bras. Il n'était pas juste grand pour son poste, il était plus technique, plus létal et plus chirurgical que n'importe quel joueur de sa génération. Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar eux-mêmes ont déclaré plus tard qu'Oscar était tout simplement le joueur le plus complet de l'histoire du basket. L'homme n'avait aucun point faible. Saison 1961-1962. Cette année-là, alors que Wilt Chamberlain décide de martyriser la ligue avec sa saison à 50 points de moyenne, Oscar Robertson choisit lui aussi de banaliser l'impossible. Sa ligne de statistiques finale sur les 80 matchs de la saison régulière, 30 points, 12 rebonds, 11 passes décisives par match. Il termine la saison en triple-double de moyenne. Pour vous donner une idée du délire, le mot triple-double n'existait même pas à l'époque. Oscar Robertson détruisait la concurrence soir après soir sans même savoir qu'il écrivait la page la plus folle de statistiques du sport américain. Pour lui, cumuler 30 points, 15 rebonds et 12 passes, c'était juste un mardi comme un autre. Mieux encore, si vous cumulez ses 5 premières saisons en carrière, sa moyenne globale reste un triple-double, une régularité extraterrestre. Mais le plus absurde dans cette histoire, c'est l'environnement dans lequel il réalise cet exploit. À cette époque, il n'y a pas de ligne à 3 points pour écarter le jeu. Les raquettes sont saturées, ultra physiques, et les arbitres ne sifflent presque rien. Pour distribuer une passe décisive, les critères sont 10 fois plus sévères qu'aujourd'hui. Si le réceptionneur fait un seul dribble avant de marquer, la passe est refusée. Pourtant, Oscar Robertson survole les débats. Il ne se contente pas de dominer, il redéfinit l'efficacité offensive avec un tir mi-distance d'une pureté chirurgicale. Il devient le premier joueur de l'histoire à mener la ligue à la fois aux points et aux passes décisives. Une performance si dominante qu'elle va installer une pression monumentale sur ses épaules et précipiter sa descente aux enfers collectives. En principe, quand un joueur est trop fort, les coachs adverses adaptent leur tactique. Mais quand un joueur est Oscar Robertson, c'est la NBA tout entière qui tremble pour son business. Car la plus grande victoire de sa vie n'a pas eu lieu sur un parquet de basket, mais dans un tribunal fédéral. À cette époque, la Ligue applique une règle infâme, la clause de réserve. En clair, une fois qu'un joueur est drafté, il appartient à son équipe à vie. Pas de négociation de fin de contrat, pas de transfert libre. Si le propriétaire décide de baisser son salaire de 20%, vous n'avez qu'un seul choix, accepter ou prendre votre retraite. C'était un système de contrôle absolu, une forme d'exploitation légale des athlètes. Pour un homme noir dans l'Amérique ségrégationniste des années 60, ce manque de liberté est intolérable. En tant que président du syndicat des joueurs, The Big O décide d'entrer en guerre ouvertement contre les instances de la Ligue. En avril 1970, il commet l'irréparable aux yeux des propriétaires. Il intente un procès antitrust légendaire contre la NBA sous le nom du dossier Oscar Robertson versus National Basketball ASN. Son objectif immédiat, bloquer la fusion imminente avec la ligue rivale l'NBA qui aurait détruit la seule force de négociation des joueurs et arraché la liberté individuelle pour ses pairs. Si Oscar Robertson était un monstre physique, statistique et juridique si absolu, pourquoi n'a-t-il pas remporté 10 bagues de champion comme Bill Russell? Pourquoi le plus grand joueur de sa génération a-t-il dû attendre si longtemps avant de goûter à la gloire collective? La réponse tient en un mot: Cincinnati. Évoluant chez les Royals, une franchise dysfonctionnelle, instable et incapable de l'entourer d'un effectif d'élite, Oscar se retrouve piégé dans une prison dorée. Soir après soir, il doit porter toute la franchise sur ses seules épaules. Il score, il prend les rebonds, il distribue, il défend sur le meilleur attaquant adverse, il fait tout. Il s'épuise.
Année après année, en play-off, le même scénario cruel se répète. Son équipe se heurte à la machine de guerre collective des Celtics de Boston ou à la puissance des Sixers de Philadelphie. Individuellement, Oscar survole les débats et domine presque toujours les feuilles de statistiques. Collectivement, l'histoire est un désastre. Les Royals s'écroulent dès que Robertson s'assoit sur le banc pour reprendre son souffle. Cette frustration répétée va finir par ronger son image. Une étiquette terrible va lui coller à la peau, celle d'un joueur individualiste, d'un perfectionniste maladif, d'un leader tyrannique trop dur avec ses propres coéquipiers. La presse locale et nationale commence à le rayer, on l'accuse d'être un loser magnifique, un joueur plus concentré sur les records personnels et ses triples-doubles que sur le succès de son équipe. Ce que les médias refusent de voir, c'est l'immense détresse d'un génie incompris et abandonné par ses dirigeants. Le point de rupture est atteint en 1969, lorsque la franchise nomme le légendaire Bob Cousy entraîneur. Les relations entre les deux hommes sont exécrables. Jaloux de l'aura d'Oscar, Cousy tente même de saboter son autorité. Isolé, fatigué de se battre contre des moulins à vent, blessé dans son orgueil par une ville qui l'a tant donné, Oscar Robertson comprend qu'il doit partir pour sauver son héritage. Il attend son heure, prêt à commettre le sacrifice ultime. En avril 1970, le monde de la NBA subit un véritable séisme. Fatigués de ses revendications syndicales et de ses tensions avec Bob Cousy, les dirigeants de Cincinnati commettent l'impensable. Ils transfèrent Oscar Robertson aux Milwaukee Bucks contre 2 joueurs de seconde zone. À 31 ans, l'évadé de Cincinnati débarque dans le Wisconsin et la ligue va instantanément découvrir le concept de super team bien avant l'heure. À Milwaukee, The Big O est associé à un jeune pivot de 2,18 m doté d'une agilité jamais vue dans l'histoire, Lewis Alcindor, l'homme qui changera bientôt son nom pour Karim Abdul-Jabbar. Sur le papier, le duo est terrifiant. Mais pour que la mayonnaise se prenne, Oscar Robertson va devoir réaliser le choix le plus difficile pour une superstar de son calibre, commettre le sacrifice ultime de son ego, terminer l'époque où il devait marquer 30 points par match et gober tous les rebonds. Robertson comprend qu'il doit s'effacer offensivement pour laisser le jeune Alcindor détruire les raquettes adverses. Sa moyenne de points chute au plus bas dans la carrière, passant de 19 points par match, ce qui est plutôt correct en vrai. Ses rebonds diminuent, mais en échange, il transforme son rôle en un rôle de général en chef d'une lucidité absolue, dictant le tempo et distribuant le ballon avec une précision chirurgicale. Ce changement de style rend les Bucks totalement injouables. Lors de la saison 1970-1971, Milwaukee écrase la ligue avec 66 victoires, dont une série historique de 20 succès consécutifs. En play-off, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il foudroie la concurrence et humilie les Baltimore Bullets 4-0 en finale NBA. 10 ans après sa draft, l'homme qu'on disait trop égoïste, trop dur et incapable de faire gagner une équipe soulève enfin le trophée de champion. Pour ce sacrifice tactique et mental, Oscar Robertson fait taire définitivement tous ses détracteurs. Il prouve au monde entier qu'il n'était pas juste un accumulateur de statistiques individuelles, mais l'un des plus grands esprits de l'histoire du jeu, capable de modifier son propre ADN de joueur pour toucher la gloire éternelle. Oscar Robertson a définitivement quitté les parquets en 1974, mais son ombre géante plane toujours sur chaque centimètre carré de la NBA moderne. Plus qu'un simple joueur de basket, il a été le premier maître absolu de la polyvalence totale, doublé d'un révolutionnaire politique qui a changé à jamais le destin financier de tous les athlètes de la planète. Il a été le pionnier qui a prouvé qu'un extérieur pouvait contrôler l'intégralité d'un match. Sans ces statistiques extraterrestres, aurions-nous un jour vénéré la polyvalence de LeBron James? Sans son procès historique, les superstars actuelles auraient-elles le pouvoir de dicter leurs propres règles aux franchises? La réponse est non. Oscar Robertson a payé le prix fort, sacrifiant sa réputation auprès des médias de l'époque pour offrir la liberté aux générations futures. Alors, une question cruciale subsiste et divise les historiens du basket. Si Oscar Robertson était drafté dans la NBA d'aujourd'hui à notre époque, avec le spacing moderne, l'interdiction stricte des contacts défensifs rugueux, la science de la nutrition et surtout l'apparition de la ligne à 3 points, lui qui possédait un tir à mi-distance d'une pureté chirurgicale. Est-ce qu'il détruirait la ligue actuelle en enchaînant les triples-doubles à 35 ou 40 points par match au-dessus des défenseurs impuissants? On ne saura pas. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker.